Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À l'aube d'un matin gris de novembre, Malcolm, un vétéran afro-américain de 68 ans, marchait lentement le long des rues de Chicago. Ses vêtements, usés par des années de vie dans la rue, trahissaient un passé de service héroïque qu'aucune médaille ne pouvait désormais protéger. Malcolm avait servi 2 tours en Irak et 1 en Afghanistan, recevant plusieurs distinctions pour bravoure et leadership, mais à présent, il n'était plus qu'un visage parmi tant d'autres dans l'indifférence urbaine. Alors qu'il s'arrêtait pour s'abriter de la pluie sous l'auvent d'une boutique fermée, une patrouille de police l'aperçut. L'un des agents, remarquant sa posture légèrement tremblante et son apparence négligée, l'accusa immédiatement de comportement suspect. Avant même que Malcolm puisse expliquer qu'il était simplement à la recherche d'un abri, il fut arrêté violemment, menotté, et poussé dans la voiture de police sous le regard curieux des passants. Ce que les policiers ignoraient, c'était que Malcolm possédait un dossier militaire exemplaire et un témoignage accablant sur la bravoure face au danger. Mais dans ce monde, ces détails importaient peu lorsqu'on jugeait un homme à sa peau et à ses habits. Ce matin-là, pourtant, la machine judiciaire allait connaître un tournant inattendu. Les faits de Malcolm, révélés au tribunal quelques heures plus tard, ne laissaient aucun doute. Un vétéran respecté, injustement humilié et arrêté, avait enfin l'opportunité de faire entendre sa voix. Les murs de la salle d'audience tremblèrent sous le poids de ces mots, et pour beaucoup, ce fut un choc, un rappel brutal que l'injustice pouvait frapper même ceux qui avaient donné leur vie pour protéger les autres. La pluie tombait par intermittence sur les trottoirs glissants de Chicago. Malcolm avançait péniblement, s'appuyant sur sa canne. Ses chaussures étaient trempées, et son manteau élimé ne suffisait plus à le protéger du vent froid. Chaque pas lui rappelait les années passées à servir son pays, et maintenant, ce même pays semblait l'ignorer. Alors qu'il s'arrêtait devant une boutique fermée pour se protéger un instant, une voiture de police ralentit à sa hauteur. L'agent Derek Collins, un jeune officier au regard méfiant, fronça les sourcils. « Et, vous là? Que faites-vous ici ?» cria Collins, sa voix sèche résonnant sous l'auvent. Malcolm leva les mains, surpris et confus. « Je me protège de la pluie, je ne dérange personne », répondit-il d'une voix calme mais fatiguée. Collins n'écouta pas. Il se précipita vers lui, attrapa Malcolm par le bras et le força à mettre les mains derrière le dos. « Monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour comportement suspect et résistance, » annonça-t-il. Les passants s'écartaient, choqués. Parmi eux, une jeune femme, Lisa Carter, filmait la scène sur son téléphone. Elle murmura, « Mais il n'a rien fait, c'est un vieil homme. » Malcolm ne comprenait pas. Chaque mot qu'il essayait de dire pour se défendre était étouffé par le claquement des menottes et les cris des policiers. Il sentait la colère monter en lui, mais aussi une profonde tristesse. Comment un vétéran qui avait risqué sa vie pour protéger ce pays pouvait-il être traité ainsi, comme un criminel ? Pendant qu'il le poussait vers la voiture de patrouille, Malcolm remarqua le badge de Collins, numéro 4521. Un détail qui pourrait sembler insignifiant, mais qui allait devenir crucial plus tard. À l'intérieur de la voiture, Malcolm resta silencieux, observant la pluie tomber à travers le pare-brise. Ses pensées se tournèrent vers son passé militaire, vers ses camarades tombés au combat, et vers l'injustice qu'il subissait maintenant. Il savait qu'il ne pouvait pas rester silencieux. Ce n'était pas juste une arrestation, c'était un rappel brutal que même ceux qui avaient donné leur vie pour les autres pouvaient être humiliés par ceux qui ne comprenaient rien à leur histoire. Ce matin-là, Malcolm n'était pas seulement un sans-abri. Il était le symbole de la colère d'un système injuste, et il était prêt à se battre pour que la vérité éclate. Malcolm fut traîné dans le hall glacial du poste de police de Chicago. Les murs blancs étaient éraflés, et l'odeur de désinfectant se mêlait à celle du café froid et du métal humide. Les policiers présents le regardaient avec une combinaison de suspicion et d'indifférence. L'agent Derek Collins le poussa vers un bureau où un officier plus âgé, le sergent Thomas Whitman, griffonnait des notes. « Voici votre suspect, sergent. » « Comportement suspect sous la pluie », dit Collins d'un ton satisfait. Whitman leva les yeux, observant Malcolm de la tête aux pieds. « Il a l'air vieux pour causer des problèmes, dit-il avec un ricanement. Malcolm tenta de parler. « Je
Je ne fais rien de mal. Je suis juste un vétéran. Collins l'interrompit brusquement. Vétéran ou pas, vous avez besoin de nous expliquer pourquoi vous traînez ici comme si vous étiez. Il s'arrêta, cherchant un mot qui aurait fait mal, un clochard. Malcolm sentit la colère monter. Il avait servi son pays avec honneur, risqué sa vie, et voilà comment on le traitait? Un jeune officier nommé Jason Miller, assis à côté du bureau, frissonna en entendant Collins parler ainsi. Il semblait mal à l'aise, mais n'osa pas intervenir. Je peux prouver mon identité, dit Malcolm. J'ai mes papiers militaires. Collins haussa les épaules, on verra ça plus tard. Pour l'instant, vous restez là. Malcolm fut emmené dans une cellule froide, où les murs semblaient rétrécir autour de lui. Chaque bruit de la rue semblait amplifié, chaque rire d'un policier lui faisait mal aux oreilles. Mais dans le fond de lui, il y avait une étincelle, il savait que son histoire n'allait pas rester cachée. Pendant ce temps, Lisa Carter, la jeune femme qu'il avait filmée dehors, avait déjà partagé la vidéo sur les réseaux sociaux. Les vues montaient rapidement, et les commentaires commençaient à dénoncer l'injustice. Peu à peu, le cas de Malcolm devenait public, et le poste de police allait découvrir que les actions d'un simple vétéran pouvaient secouer tout un système. À ce moment précis, Malcolm s'assit sur le banc métallique de la cellule, reprenant son souffle. Il n'était pas seulement un homme arrêté. Il était un symbole de dignité et de courage face à l'injustice, prêt à montrer au monde ce que signifie vraiment servir son pays. Le téléphone de Lisa Carter n'avait pas cessé de vibrer depuis qu'elle avait publié la vidéo. Les vues et les partages s'accumulaient à une vitesse fulgurante, et bientôt, le poste de police reçut des appels de citoyens scandalisés. Parmi eux se trouvait un avocat nommé Nathaniel Brooks, un homme afro-américain réputé pour défendre des causes perdues mais justes. Le soir même, Nathaniel franchit les portes du poste de police. Il observa Malcolm assis dans sa cellule, le dos voûté, mais les yeux brillants d'une détermination silencieuse. « Monsieur est » demanda Nathaniel en s'approchant. Malcolm leva les yeux, reconnaissant immédiatement le sérieux dans le regard de l'avocat. « Oui, c'est moi. » Sa voix tremblait légèrement. « Je m'appelle Nathaniel Brooks. Je suis ici pour vous aider, » dit-il calmement. « Ce qui vous arrive est inacceptable. Votre histoire doit être entendue. » Les policiers, surpris par l'intervention d'un avocat, échangèrent des regards. Collins fronça les sourcils, visiblement agacé. « Vous ne pouvez pas simplement. » Nathaniel le coupa d'un geste. « J'ai un droit constitutionnel de parler à mon client. Et il a le droit de se défendre. » Assis face à Malcolm, Nathaniel écouta attentivement son récit. Chaque mot, chaque détail de son service militaire et de sa vie après l'armée peignait un tableau de sacrifice et d'injustice. Malcolm parla de ses camarades tombés au combat, de ses décorations, mais aussi de sa chute dans la pauvreté et l'oubli. « Ils m'ont traité comme un criminel alors que j'ai risqué ma vie pour eux, » murmura Malcolm, la colère et la douleur se mélangeant dans sa voix. Nathaniel prit des notes avec attention. « Nous allons utiliser votre dossier militaire, vos distinctions, vos témoignages. Nous allons montrer que vous êtes un vétéran respecté et que cette arrestation était non seulement injuste mais discriminatoire. » Pour la première fois depuis son arrestation, Malcolm sentit un espoir réel. Il comprit que cette bataille ne serait pas seulement juridique, mais qu'elle pourrait changer la perception de tous ceux qui pensaient que la pauvreté ou l'apparence justifiait l'humiliation. Pendant ce temps, à l'extérieur de la cellule, Lisa Carter continuait de filmer, consciente que chaque instant pourrait faire basculer l'opinion publique. Les réseaux sociaux étaient en ébullition, et bientôt, même les médias locaux commenceraient à s'intéresser à l'histoire de Malcolm. Ce soir-là, Malcolm ne dormait pas. Il réfléchissait à la suite, conscient que son combat venait de commencer, mais certain qu'avec Nathaniel à ses côtés, sa voix allait enfin être entendue. Le tribunal de Chicago était bondé ce matin-là. Des journalistes, des militants et de simples citoyens curieux s'étaient rassemblés pour assister à ce qui s'annonçait comme une affaire explosive. Malcolm entra dans la salle, accompagné de Nathaniel Brooks. Son manteau était propre, mais ses mains tremblaient légèrement, mélange de nervosité et de colère contenue. Le juge Rebecca Lawson, une femme stricte mais réputée pour son impartialité, frappa son marteau pour appeler à l'ordre. « Cette audience est ouverte. »
Nous entendrons aujourd'hui l'affaire de Monsieur Malcolm X. L'agent Derek Collins et le sergent Thomas Whitman étaient présents, visiblement mal à l'aise sous les regards de l'audience et des caméras. Collins évitait de croiser le regard de Malcolm, tandis que Whitman semblait plus agité que jamais. Nathaniel se leva et commença son plaidoyer d'ouverture. Votre honneur, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement d'une arrestation. Nous parlons d'un vétéran, un homme qui a risqué sa vie pour notre pays, arrêté injustement en raison de son apparence et de sa situation sociale. Monsieur M mérite justice. Collins prit la parole pour défendre ses actions. Votre honneur, nous avons agi selon le protocole. Monsieur S semblait. Nathaniel l'interrompit, semblait quoi? Un vétéran respecté? Ou un homme à la peau noire? Votre perception a conduit à une injustice flagrante. L'audience murmura. Les journalistes griffonnaient fébrilement, conscients que cette affaire allait faire grand bruit. Puis Nathaniel fit appel aux preuves, photos de Malcolm en uniforme militaire, certificat de service, témoignages de camarades de combat. Chaque document renforçait l'image d'un homme respectable et courageux, mis à terre par des préjugés et une ignorance crasse. Malcolm resta silencieux pendant les premiers échanges, observant les policiers qui l'avaient arrêté. Il ressentit un mélange de peur et de satisfaction. Peur, car le système pouvait être cruel, satisfaction, car enfin, sa vérité commençait à éclater au grand jour. À la fin de la matinée, le juge Lawson fit une pause. L'opinion publique, en partie via les réseaux sociaux, commençait à peser. Même les policiers commencèrent à sentir que leur version des faits ne tiendrait pas face aux preuves et au soutien croissant pour Malcolm. Ce premier jour de procès ne résolvait rien, mais il avait déjà changé le cours des événements. Malcolm n'était plus un simple vétéran sans abri, il était devenu le symbole d'un combat contre l'injustice systémique, et il savait que les prochains jours détermineraient si sa voix serait enfin entendue. Le deuxième jour du procès, la tension dans la salle d'audience était palpable. Les sièges étaient remplis de journalistes, de militants et de citoyens venus soutenir Malcolm X. Chaque regard posé sur lui rappelait l'importance de cette bataille, il ne se battait pas seulement pour lui-même, mais pour tous ceux victimes d'injustices similaires. Nathaniel Brooks se leva avec détermination. Votre honneur, nous appelons maintenant nos témoins. Le premier à témoigner fut sergent James Parker, ancien camarade de Malcolm en Irak. Il entra dans la salle, son uniforme de vétéran toujours impeccable. J'ai servi aux côtés de Malcolm pendant 2 ans en Irak, expliqua Parker. C'est un homme courageux, loyal et intègre. Jamais il n'aurait eu un comportement suspect comme celui que vous décrivez. Le juge Lawson hocha la tête avec intérêt. Collins, dans le box des accusés, se tortillait sur son siège, visiblement mal à l'aise. Ensuite vint Lisa Carter, la jeune femme qui avait filmé l'arrestation. Son témoignage fut clair et précis. Je l'ai vu simplement chercher un abri sous l'auvent. Il n'a rien fait d'illégal. J'ai filmé toute la scène. Elle tendit son téléphone pour montrer la vidéo. Le tribunal regarda, silencieux. La vidéo montrait Malcolm, calme et respectueux, tandis que Collins l'attrapait brutalement. Puis Nathaniel laissa la parole à Malcolm lui-même. Debout devant le tribunal, Malcolm parla avec une voix ferme, mais tremblante. J'ai servi ce pays. J'ai risqué ma vie pour protéger des inconnus. Et pourtant, aujourd'hui, je suis traité comme un criminel pour avoir simplement cherché un abri. Tout ce que je demande, c'est justice. Les murmures dans la salle se transformèrent en silence respectueux. Les visages des policiers trahissaient un mélange de gêne et de colère contenue. Nathaniel attaqua alors sur un point crucial, le protocole des arrestations. Votre honneur, ces policiers ont non seulement agi sur des préjugés, mais ils ont aussi ignoré toutes les procédures de vérification. C'est une arrestation motivée par la discrimination. Collins tenta de se défendre, nous avons seulement suivi notre instinct. Nathaniel le coupa sèchement, votre instinct vous a conduit à humilier un vétéran respecté, rien de plus. À ce moment, un document inattendu fut présenté, des rapports internes de la police, montrant que Collins avait déjà eu plusieurs plaintes pour comportement abusif. Le tribunal retint son souffle. Les révélations éclataient comme des bombes, et l'image des policiers commençait à se fissurer devant tous.
À la fin de cette journée, Malcolm regagna la salle de repos, épuisé mais plein de détermination. Il savait que le combat était loin d'être terminé, mais il sentait que la vérité commençait à percer. Chaque témoignage, chaque preuve rapprochait un peu plus la justice de lui. Le 3e jour du procès, la tension monta d'un cran. Le procureur, Victoria Kane, réputé pour son style impitoyable, entra dans la salle avec un regard déterminé. Elle n'était pas là pour comprendre Malcolm, elle voulait le discréditer. « Votre honneur », commença Kane, « nous contestons la version de Monsieur Hay et de ses témoins. Il est facile de dire qu'une arrestation est injuste lorsque l'on est vu à travers des lunettes de sympathie. » Nathaniel Brooks se leva immédiatement, les yeux étincelants. « Votre honneur, nous avons des preuves irréfutables, vidéos, témoignages militaires, documents officiels. Monsieur Hay n'est pas seulement un vétéran, il est un citoyen respectueux de la loi. » Kane ne se laissa pas intimider. Elle interpella le premier témoin, sergent James Parker, essayant de semer le doute. « Sergent Parker, pouvez-vous confirmer que vous étiez présent lors de cette arrestation ? » « Non, » répondit Parker calmement. « Mais je connais le caractère de Malcolm. Il ne ferait jamais rien de suspect. » Kane soupira, visiblement frustré, et passa à Lisa Carter. « Vous affirmez que votre vidéo est complète. Pouvez-vous garantir qu'elle ne cache rien ? » Lisa fixa le procureur, sûr d'elle. « Tout ce qui est pertinent est sur la vidéo. Vous pouvez la vérifier vous-même. » Le tribunal observa, impressionné par la précision et le courage de cette jeune femme. Malcolm, assis, sentit un frisson de fierté et de soulagement. Mais Kane n'abandonna pas. Elle tenta de dénigrer Malcolm, insinuant que sa situation de sans-abri pouvait affecter son jugement et sa crédibilité. « Comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui vit dans la rue ? » demanda-t-elle, avec un ton sarcastique. Malcolm se leva lentement, son regard fixé sur le procureur. « Parce que, malgré tout, j'ai servi ce pays. Parce que j'ai risqué ma vie pour des citoyens comme vous. Et aujourd'hui, je demande juste qu'on me traite avec la dignité que je mérite. » Un murmure parcourut la salle. Le juge Lawson nota la force des mots de Malcolm, tandis que le procureur semblait perdre une partie de son assurance. Puis Nathaniel surprit tout le monde en sortant un nouveau document, des plaintes internes contre Derek Collins pour abus de pouvoir et discrimination. La tension monta instantanément. Kane perdit une fraction de son calme. Les policiers présents se crispèrent, conscients que la pression montait. À la fin de la journée, Malcolm regagna sa cellule dans un mélange d'épuisement et de satisfaction. Le combat était loin d'être terminé, mais les fondations de la vérité étaient en train d'émerger. Chaque document, chaque témoignage, chaque mot prononcé rapprochait Malcolm de la justice qu'il méritait depuis si longtemps. Le 4e jour du procès, la salle d'audience était saturée de journalistes. Les réseaux sociaux étaient en effervescence, la vidéo de Malcolm avait déjà été partagée des milliers de fois, et les médias locaux parlaient de « l'arrestation d'un vétéran devenu symbole d'injustice ». Nathaniel Brooks se leva pour présenter une pièce maîtresse de la défense, le dossier complet des services militaires de Malcolm. Il montra les médailles, les lettres de reconnaissance et les rapports officiels de missions dangereuses qu'il avait accomplies en Irak et en Afghanistan. « Votre honneur, » dit Nathaniel, « voici un homme qui a risqué sa vie pour protéger la nôtre. Un homme décoré pour courage et loyauté, et qui aujourd'hui est humilié simplement à cause de son apparence et de sa situation sociale. » La salle resta silencieuse. Même Derek Collins, assis dans le box des accusés, détourna le regard. Les preuves étaient accablantes. Puis Nathaniel fit venir un ancien officier supérieur, le colonel Richard Thompson, qui avait commandé Malcolm lors de sa dernière mission. Thompson, droit et imposant, témoignait avec autorité. « J'ai servi avec Malcolm pendant 3 ans. Il a sauvé la vie de plusieurs soldats sous le feu. Jamais je n'ai vu un homme plus courageux et intègre. Que ce soit sur le champ de bataille ou dans la vie civile, il mérite le respect, pas l'humiliation. » Le juge Lawson nota attentivement les détails du témoignage, et l'assemblée entière semblait bouleversée. Les murmures se transformèrent en chuchotements d'admiration pour Malcolm. Même les journalistes prirent des notes frénétiquement, conscients que ces révélations allaient bouleverser l'opinion publique.
Des spectateurs dans la salle d'audience envoyèrent des messages en direct sur les réseaux sociaux, amplifiant encore plus la pression. Collins, qui avait arrêté Malcolm sans raison valable, sentait la situation lui échapper. Son visage était pâle et tendu, tandis que Whitman tentait maladroitement de le rassurer. Malcolm, assis calmement, sentit un mélange de fierté et de soulagement. Chaque mot prononcé sur son courage et son dévouement remettait en question la légitimité de son arrestation. Il savait que le tribunal, et bientôt la ville entière, comprenait enfin l'injustice dont il avait été victime. À la fin de cette journée, Malcolm ne se sentait plus seulement comme un homme accusé. Il se voyait comme un symbole, un vétéran respecté qui rappelait à tous que le courage et l'honneur ne disparaissent jamais, même face à l'injustice la plus cruelle. Le 5e jour du procès, la tension atteignit son paroxysme. Les médias avaient transformé l'affaire Malcolm en véritable scandale local. Les chaînes de télévision diffusaient en direct les moments clés de l'audience, et les réseaux sociaux étaient inondés de messages de soutien pour le vétéran. Le hashtag Justice pour Malcolm était en tendance nationale. À l'intérieur du tribunal, Derek Collins et le sergent Thomas Whitman commençaient à ressentir la pression. Chaque journaliste présent lançait un regard scrutateur, chaque murmure de la salle semblait les accuser. Collins, habituellement arrogant, évitait maintenant tout contact visuel avec Malcolm et même avec le juge Lawson. Whitman, nerveux, tapotait ses notes de manière répétitive. Nathaniel Brooks se leva pour présenter un nouvel élément, des témoignages de voisins et d'anciens collègues de Malcolm, qui décrivaient un homme respectueux, serviable, et totalement incapable de représenter un danger pour la communauté. Ces hommes et ces femmes, dit Nathaniel, confirment que l'arrestation de M. N n'avait aucun fondement, sauf le préjugé. Collins tenta de répondre, mais chaque mot qu'il prononçait semblait contre-productif. Nous avons juste suivi. Balbutia-t-il, mais Nathaniel l'interrompit. Suivi quoi? Vos préjugés raciaux? Votre mépris pour un vétéran? Les spectateurs retinrent leur souffle. Même le procureur Victoria Kane, jusque-là impitoyable, ne pouvait ignorer l'ampleur du scandale. Puis, un document interne de la police fut présenté, révélant que Collins avait été impliqué dans plusieurs incidents de profilage racial, certains même étouffés par ses supérieurs. Whitman blêmit, réalisant que l'affaire devenait incontrôlable. Sous la pression croissante, Collins éclata. D'accord. Oui, nous avons peut-être exagéré la situation, murmura-t-il, la voix brisée. Whitman, pris de panique, tenta de calmer son collègue, mais il était trop tard. L'aveu, même partiel, fit l'effet d'une bombe dans la salle d'audience. Les caméras immortalisèrent chaque instant, et les murmures dans la salle se transformèrent en un tumulte de soutien pour Malcolm. Malcolm, debout face aux policiers, ne souriait pas. Il restait digne et calme. Mais dans son regard, on lisait une satisfaction silencieuse, la vérité émergeait enfin. Ce jour-là, il n'était plus seulement un vétéran sans abri arrêté injustement. Il était devenu le symbole d'une justice qui ne pouvait être étouffée par la peur ou le pouvoir. Le 6e jour du procès, l'atmosphère dans la salle d'audience était électrique. Les sièges étaient remplis de journalistes, de militants, et même de vétérans venus soutenir Malcolm X. Chaque personne présente savait que cette journée pourrait décider du destin du vétéran. Nathaniel Brooks se leva pour son dernier plaidoyer. Sa voix était ferme, ses mots soigneusement choisis. Votre honneur, mesdames et messieurs, ce que nous avons vu au cours de cette semaine dépasse l'injustice individuelle. Il s'agit d'un problème systémique, où l'apparence et le statut social sont utilisés pour humilier ceux qui ont servi et protégé ce pays. Monsieur M mérite justice, non pas pour lui seul, mais pour tous ceux qui subissent l'injustice. Il présenta ensuite les preuves finales, rapports militaires, vidéos, témoignages de civils et vétérans. Chaque élément renforçait l'image d'un homme courageux, intègre et respecté. Le procureur Victoria Kane fit de son mieux pour contrer ses arguments, mais elle semblait maintenant en retrait, consciente que la pression médiatique et les preuves accablantes jouaient contre elle. « Votre honneur » commença-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. Collins et Whitman, assis dans le box des accusés, baissaient la tête. Les aveux partiels du jour précédent avaient brisé leur crédibilité, et chaque preuve supplémentaire semblait les enfoncer davantage.
Puis, Nathaniel donna la parole à Malcolm. Debout face au tribunal, Malcolm parla avec dignité et émotion. J'ai servi ce pays. J'ai risqué ma vie pour des inconnus. Et aujourd'hui, je suis ici pour que justice soit faite, non pas par vengeance, mais par vérité. Si nous restons silencieux face à l'injustice, alors qui défendra ceux qui n'ont pas de voix? Le silence s'installa. Même le juge Lawson sembla profondément touché. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement, conscients que ces mots resteraient gravés dans l'histoire de la ville. À la fin de la journée, le juge retira sa robe pour se retirer dans son bureau et délibérer. L'attente était insupportable. Malcolm, Nathaniel, et même Lisa Carter, qui suivait l'affaire de près, savaient que chaque minute pouvait changer le cours de la vie de Malcolm et envoyer un message puissant à toute la communauté. Ce soir-là, Malcolm ne dormait pas. Il repensait à sa vie, à ses sacrifices, et à tout ce qu'il avait traversé. Mais au fond de lui, il sentait que la vérité avait trouvé un chemin, et qu'aucune injustice ne pouvait l'étouffer à jamais. Le 7e jour du procès, la salle d'audience était tendue comme jamais. Tout le monde attendait le verdict du juge Rebecca Lawson. Les caméras étaient braquées sur Malcolm, impeccable dans son costume simple, mais avec un regard empreint de dignité et de détermination. Le juge frappa son marteau pour appeler au silence. Après avoir examiné toutes les preuves, entendu les témoins et considéré les aveux des policiers, cette cour reconnaît que l'arrestation de M. Malcolm était injustifiée et discriminatoire. Un murmure de soulagement parcourut la salle. Malcolm sentit son cœur s'emballer, ses mains tremblantes se serrant en poing. Le juge poursuivit. Derek Collins et Thomas Whitman ont agi en violation des protocoles et ont montré un comportement abusif et discriminatoire. Des mesures disciplinaires sévères seront prises à leur encontre. Collins blêmit, incapable de prononcer un mot. Whitman baissa la tête, conscient qu'ils venaient de perdre bien plus que leur crédibilité, leur réputation et leur carrière étaient détruites. Nathaniel Brooks sourit légèrement et posa une main sur l'épaule de Malcolm. « Justice est faite », murmura-t-il. Dans la salle, des applaudissements éclatèrent. Lisa Carter, toujours avec son téléphone en main, filma chaque instant. Le soutien du public et des médias montrait que Malcolm n'était plus seulement un vétéran injustement arrêté, il était devenu le symbole d'un combat pour la dignité et l'égalité. Malcolm se leva et s'adressa à la salle. Aujourd'hui, je ne célèbre pas seulement ma victoire. Je célèbre celle de tous ceux qui ont été humiliés ou ignorés à cause de leur apparence, de leur situation ou de leurs origines. Que cette affaire rappelle à tous que la vérité finit toujours par émerger. Les policiers, les spectateurs et même certains membres du public se levèrent, respectueux. Collins et Whitman quittèrent la salle sans un mot, écrasés par la gravité de leurs actes. Ce jour-là, Malcolm retrouva non seulement sa dignité, mais aussi l'espoir pour tous ceux qui l'avaient soutenu. Son combat avait changé une vie, et potentiellement, inspiré une ville entière. Alors qu'il quittait le tribunal, Malcolm sentit la pluie tomber doucement sur son visage. Mais cette fois, elle n'était plus froide ni humiliante. Elle était libératrice. Il avait survécu à l'injustice, et la vérité avait triomphé.